On est en train de compter la faune de ce sol de jardin. Quand on commence, on met de la terre, on va la laisser sécher naturellement. Les animaux, pour quitter la zone qui sèche et qui chauffe, eh bien, ils vont descendre dans le fond. Et puis, comme leur tennoir est très glissant, ils sont piégés dans le petit pot. Et cette mesure dure environ entre 10 et 15 jours. Donc après, on va se mettre sous le microscope et on va les regarder et les compter. Là, on est sur un sol de jardin, donc il en a beaucoup. Bon, c'est un sol qui a eu du compost, donc il a beaucoup de matière organique. On voit là un colembole, là c'était un acarien. Nous, ce qu'on compte, c'est la quantité, mais surtout aussi la biodiversité. C'est-à-dire, parce qu'il y a énormément d'espèces. Là, par exemple, vous en avez 2 différents. Vous voyez, on les voit à peine. Et plus on aura de biodiversité, plus le sol aussi sera vivant. Alors, l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi, à ce moment-là, on a des microbes. Et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Voilà, il faudra mettre au... Velu, je ne sais pas ce que c'est là. On dirait une larve de coléoptère, mais Oui. On estime qu'on connaît à peu près 10% de cette faune du sol. Ce n'est pas un milieu qui est très très étudié. Non. C'est un peu comme les gens trouvent que c'est ça. Les océans jusqu'aux années 60 qu'on ne connaissait pas du tout. Des espèces qui avancent lentement, d'autres très rapides. Dans le sol, vous avez 3 faunes. Celle que vous voyez là, qu'on vous montre, c'est celle qu'on appelle la faune épigée, donc qui vit au-dessus du sol. Son travail va être de manger la matière organique et la transformer en boulettes fécales. Ça la réduit en éléments fins qui seront ensuite transformés en humus par les champignons. Donc vous avez les colemboles qui mangent des parties très très tendres de la matière organique. Les acariens sont déjà capables de manger des choses plus dures. Puis les gros myriapodes qu'on a vus passer, alors eux, ils attaquent carrément des bouts de bois ou des choses beaucoup plus dures. Chacun va attaquer différents types de matière organique. Ensuite, vous avez une faune endogée qui mange les racines mortes, parce que quand une plante meurt, un blé meurt, toutes ses racines meurent et vont être mangées par une faune qui est... On retrouve un peu les mêmes groupes que la faune épigée, mais ils vivent alors eux tout le temps très en profondeur dans le sol. Et ils continuent à aérer le sol en profondeur en libérant des passages pour les futures racines qui viendront dedans. Puis enfin, vous avez celles que tout le monde connaît bien, qui sont les grands vers de terre, la faune anécique, qui, elle, tous les jours, sort de terre, vient chercher de la matière organique, fait demi-tour, vide son intestin pour faire un turricule et descend. Eux, ils mélangent constamment, c'est les grands fabricants de sol, ils mélangent argile et humus pour former le sol. Nous, on fait ces études-là pour l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, s'il nous demande de connaître son sol, on va lui dire combien il en a par hectare. Nous sommes le seul laboratoire à faire de l'analyse physique, chimique et biologique. C'est-à-dire que nous, on fait les 3, parce que nous considérons qu'on ne peut pas interpréter correctement un sol si on n'a pas une approche à la fois physique, chimique et biologique. Et nous faisons en plus de l'analyse de sol. Nous ne faisons pas de l'analyse de terre envoyée par la poste. Nous allons sur le terrain avec l'agriculteur, on fait le profil et on regarde l'état de son sol. Et donc on regarde dans quel niveau de dégradation il est. Est-ce qu'il a perdu sa faune? Est-ce qu'il est déjà en lessivage? Est-ce qu'il a des problèmes d'érosion? Donc on regarde le sol sur les 3 plans. Et ensuite on rentre au laboratoire, on rapporte les différents horizons du sol, on les analyse. Et là, on va conseiller l'agriculteur pour baisser les engrèches, arrêter les labours, passer en semi-direct sous couvert, ou apporter du mulch ou du bois raméal fragmenté. Disons qu'en fonction du niveau de dégradation du sol, on va lui apprendre des techniques qui remettent son sol debout. On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles, et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Donc, en France, on est passé de 4% de matière organique à 1,3%, puis voilà ce que ça donne. C'est qu'on a des sols qui prennent en masse, et qui du coup ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors, comme dit Lydia, on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Là, on va regarder ce sol qui, déjà rien qu'au niveau de l'aspect, n'a rien à voir avec
Avec les autres, il est beaucoup plus compact et je pense qu'on n'aura rien dedans. On va attendre, mais on n'a pas de faune. Il n'y a rien. On a du mal à se dire que c'est un sol. Regardez, c'est complètement compact, c'est lunaire, quoi. C'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols. Ah oui, parce que la fertilisation, au départ, on a piégé les agriculteurs. La fertilisation, l'azote, le phosphore et le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire parce que les sols avaient de la matière organique. Donc en fait, on les a leurrés parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique. Donc ça a permis de bourrer le crâne aux agriculteurs et de ne pas leur dire. Donc on vous dit, ah, sans engrais chimiques, on ne va pas nourrir l'humanité. Mais on ne la nourrit pas en ce moment. Jamais il y a eu autant d'hommes qui sont morts de faim. Donc il faut qu'ils arrêtent de mentir. C'est faux. Les multinationales ne nourrissent pas l'humanité avec les engrais. Donc il faut arrêter de faire de la propagande. Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture. Dans un sol vivant, enfin disons, si on prend un sol forestier par exemple, qui est un peu le top de l'activité biologique, vous comptez 3-4 milliards de collemboles à l'hectare, pareil en acarien, et on compte entre 1 et 4 tonnes de vers de terre. Donc nous, on essaie d'expliquer aux agriculteurs que s'ils copient ce modèle, ils vont avoir des sols fertiles. Maintenant, nous trouvons des sols agricoles où il n'y a plus du tout de collemboles, quelques acariens, et on est tombé, la France avait 2 tonnes de vers de terre dans les années 50, dans sa SAU, sa surface agricole, on est tombé à moins de 100 kilos. C'est vraiment un effondrement complet, qui se traduit d'ailleurs par un effondrement de toute la biodiversité qui en dépend, disparition des perdrix, de tous les petits gibiers qui se nourrissent, parce que quand une femelle de perdreau gratte avec sa patte, elle donne ces animaux-là à manger à ses petits, tous ces animaux-là. Quand il n'y a plus rien à manger, le perdrix disparaît. Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent. Tout notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à l'agriculteur qu'il faut qu'il revienne à des itinéraires où en fait il va remettre de la matière organique dans les sols. Le système, c'est de ne jamais labourer et en fait l'agriculteur, il va faire qu'une chose, il va moissonner sa céréale ou la plante qu'il a semée. Il va essayer de garder les pailles les plus hautes possibles et directement dedans, là, dans cette végétation, avec un matériel approprié, un semoir à disque, qui va semer directement dedans, un couvert. Les racines vont structurer, vont faire le travail du labour. En plus, on va nourrir la faune, les feuilles vont tomber, les plantes vont mourir, donc on nourrit la faune. Et directement dedans, après l'avoir écrasé, l'agriculteur va semer directement dedans la nouvelle graine. Ce semi-direct, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, il faut qu'il gère, il faut qu'il réaccepte de faire de la rotation. Donc il faut qu'il connaisse bien son sol pour savoir quel type de rotation il va faire. Donc là, ça devient une agriculture, je dirais, plus scientifique. C'est une vraie réflexion. Pendant 3 ans, je vais faire ça. Donc il faudrait les accompagner, il faudrait qu'il y ait des itinéraires par les chambres d'agriculture. Là, on est vraiment dans une agriculture durable, parce qu'il y a moins de matériel, vous utilisez moins de fioul, on régénère les sols, donc vraiment au niveau du futur, il devrait y avoir même une obligation, je dirais, d'amener ces techniques-là, et que les pouvoirs publics travaillent sur les plantes de couverture et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité, cette faune et ces microbes, c'est gratuit.
Et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses. Moi, je suis en admiration. Je suis toujours émerveillée par ce qu'on voit. Regardez celui-là. Vous avez vu?